Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live de la Compagnie des desserts où nous avons le plaisir de vous présenter nos créations en glace et pâtisserie pour l'année 2021. Voilà, je vois que nous sommes déjà 32 connectés. Merci de votre participation. Si vous voulez bien, nous allons attendre encore quelques instants que tout le monde soit connecté. Et bien, en attendant, je vais vous présenter ça va me permettre de saluer nos invités, puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui 2 invités qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Donc, Bernard Boutboul, directeur du GIRA. Bonjour Bernard. On ne vous entend pas, Bernard. Votre micro est fermé. On m'avait coupé mon micro. Bonjour Stéphanie et bonjour à tous. Je reviens vers vous dans quelques minutes. Je vais saluer Philippe Urraca et puis on va faire une introduction et ce sera à vous. Donc, bonjour Philippe. Philippe, tu nous entends? Tu as ton micro fermé? Oui, je vous entends. J'ai essayé de faire le corps Bernard, je fais le gars à qui on a coupé le micro. En fait, il faisait la sieste, non Bernard, il a fait quoi? On va lui couper le micro? Non, c'est plus tard la sieste, c'est plus tard. D'accord, pardon. Je vois que tu es en compagnie de Sébastien. Vous êtes à la cuisine de démonstration de Lézignan? C'est tout à fait ça. Alors, je ne sais pas si on a un duo ou un couple, mais on est tous les deux, oui, c'est vrai. On est prêt à lancer le webinaire dès que vous nous donnez le feu vert. D'accord. Tout va bien? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Alors, j'ai tout ce qu'il me faut et bon, je ne vais pas vous la refaire, mais on a retrouvé le pain perdu. Donc, je vais pouvoir faire le webinaire. Bon, bah, super. Bon, bah, je vois que tout a l'air de fonctionner. Et j'ai retrouvé mon humour aussi, Stéphanie, je te le dis parce que… Bon, bah, tant mieux. Écoutez, si jamais vous avez un souci technique, n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat. Jean-Philippe est avec nous et tentera de le régler. Voilà. Ça tombe bien, Stéphanie, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il n'arrive pas à se connecter au chat. Donc, non, je plaisante. Bon, je pense que les retardataires ont eu le temps de se connecter. Je vois qu'on est déjà à 44 personnes et ça monte. Bon, bah, super. Ben, merci vraiment de votre présence. On est ravis de vous accueillir. Écoutez, il est 14h05 avec tout ça. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire gourmand de la Compagnie des desserts. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un peu plus d'une heure de découverte et de dégustation visuelle de nos nouveautés. Donc, je me présente, je suis Stéphanie Fressard, je suis directrice de la communication de la Compagnie des desserts. Donc, comme vous le savez tous, nous sommes fabricants de glaces et de pâtisseries pour la restauration commerciale. Je vais animer ce live et je suis accompagnée de Sylvain Bertrand qui dirige la Compagnie des desserts. Bonjour Sylvain. Votre micro est coupé, j'ai l'impression. Je ne vous entends pas. Et ça y est, pour le coup, on aurait été les trois à avoir à se faire couper le micro. C'est la blague du jour, donc. C'est la blague du jour. Bonjour Stéphanie, bonjour Bernard, bonjour Philippe et bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Il va se dérouler en 2 parties. Donc, d'abord, Bernard Boutboul va nous présenter, va nous livrer son analyse du marché à la sortie d'une année très compliquée pour le secteur de la restauration et ses tendances pour 2021. Donc, vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions à Bernard dans le chat et nos modérateurs nous les remonteront. Voilà. Dans un second temps, nous vous dévoilerons nos nouveautés 2021 avec Sébastien Legall, formateur conseil à la Compagnie des desserts, qui nous décrira les nouveautés. Et ensuite, Philippe Urraca nous donnera ses conseils, ses idées d'association, de présentation pour mettre en valeur ces nouveautés à l'assiette et également des solutions pour les faire voyager. Voilà. Et en conclusion, vous pourrez faire une demande de dégustation des nouveautés qui sont susceptibles de vous correspondre. Voilà. Donc, avant toute chose, et en guise d'introduction, je vais laisser la parole à Sylvain Bertrand. Sylvain, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce webinaire?
Oui, bien sûr, Stéphanie. Déjà, c'est parce que ça fait du bien de se retrouver, de vous retrouver. Je dois dire que les clients nous manquent et nous éprouvons le besoin tout simplement d'échanger avec vous, avec tout le monde. Ça fait chaud au cœur de vous revoir. Il y a des noms qu'on va défiler et qu'on a hâte de vous retrouver. C'est aussi le moment de réfléchir, d'utiliser ce temps, le temps qui nous est donné pour comprendre ce qui se passe et aussi de préparer la reprise, même si la date est encore un petit peu incertaine. Alors pour ma part, je suis convaincu que nous allons vivre une période post-Covid pleine d'opportunités et de challenges à relever. C'est probablement pour nous tous une période, c'est un mot à la mode, une période inédite, mais là du coup, dans le sens positif, parce que historiquement, il me semble qu'on va avoir la première fois l'occasion de véritablement valoriser nos activités. Il va s'offrir à nous toute une panoplie de possibilités. Par exemple, l'occasion d'agrandir la capacité de sa salle de restaurant. On a vu que finalement, aujourd'hui, il est possible d'aller livrer des repas à domicile. Il est possible d'aller livrer des repas à des personnes qui sont en télétravail. Et ça donne la possibilité à un restaurateur d'agrandir à l'infini sa salle. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas très rentable quand on fait que ça, mais quand on pense que ça peut être une activité additionnelle à l'activité normale, les 10 ou 15% de chiffre d'affaires qui va manquer peut-être au départ ou un peu plus peuvent être récupérés par là. C'est aussi le moment d'utiliser mieux le click and collect. Souvent, les restaurants sont complets. Enfin, à une époque, les restaurants étaient complets et ça va faire plaisir aux clients de pouvoir, si le restaurant est complet, de pouvoir tout de même prendre la marchandise à son repas en click and collect. C'est aussi la possibilité de mieux optimiser sa terrasse pour faire de la vente à emporter. Et puis aussi, et je pense que Bernard en reparlera beaucoup mieux que moi, la possibilité d'offrir aux clients, aux consommateurs, la possibilité de se nourrir toute la journée et de lui donner une offre qui soit permanente. Alors, ces changements de mode de consommation, ça fait un moment que ça a commencé et c'est évident que la situation actuelle l'accélère. Et je crois que c'est notre capacité à répondre à ces évolutions par des offres adaptées qui est de notre responsabilité commune, les restaurateurs et les producteurs. Et tout ça pour préserver l'ensemble de notre marché. En vérité, je pense que nous avons ensemble tous les ingrédients devant nous et que nous avons juste à les regarder différemment. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais je le pense encore plus fort aujourd'hui pour les exploiter et faire exploser notre marché. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter des évolutions de nos savoir-faire, des évolutions qui vont dans le sens des produits et qui répondent aux nouvelles besoins des consommateurs, des besoins de voyage, de faire voyager les produits, des besoins de naturalité, de gourmandise, de convivialité, et toujours notre volonté de donner du plaisir au moment du dessert. Merci Sylvain. Donc, je vous propose maintenant de retrouver Bernard Boutboul, président du GIRA. Alors Bernard, pouvez-vous s'il vous plaît nous faire un état des lieux du marché de la restauration à fin 2020, après une année qu'on peut dire surprenante et très compliquée pour le secteur, qui comptabilise, si on fait les comptes, près de 6 mois de fermeture administrative. Eh oui, c'est exact, Stéphanie. Juste petite parenthèse avant que je démarre, c'est vraiment ma journée compagnie des desserts parce que je suis chez un de mes clients qui se trouve dans la région bordelaise et on est en train de tester depuis tout à l'heure des desserts compagnie des desserts qui sont fabuleux, quoi. Et ça m'embête parce que là, il faut que je m'arrête pour être avec vous, mais j'avais envie de continuer à manger vos gâteaux. C'est super bon. Et je me disais que tu avais une mine réjouie, Bernard. Je me demandais pourquoi. Eh bien, ça y est, j'ai mieux compris. Tu as la réponse. Et merci pour le compliment, ce n'était pas prévu. Hein. Bon, allez. Donc, la question de Stéphanie, c'est 2020 et surtout 2021. Eh bien, je dois dire que 2020, si vous avez vu nos relais presse et médias depuis quelques semaines, on a classé cette année dans la restauration comme annus horribilis. On a rendu hommage à la reine d'Angleterre qui avait utilisé cette expression à propos de son année, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 1992, qui avait été catastrophique. Oui, c'est une année catastrophique pour la restauration. On a fermé, c'est Stéphanie qui vient de le dire, 6 mois
sur les 12 derniers mois. Enfin, on aura fermé 6 mois sur les 12 derniers mois et ce n'est pas fini parce qu'on nous parle du 20 janvier qui n'est absolument pas sûr, mais bon, ça sera peut-être du fin février ou du tout début mars. Mais on va réouvrir, il y a une chose qui est sûre. Mais revenons sur 2020. Il faut quand même avouer quelque chose, c'est que nous sommes en train de vivre depuis quelques mois, mais surtout depuis quelques années, une période inédite dans l'histoire de la restauration. Je m'explique, et ça n'a rien à voir avec le Covid. Il ne faut pas oublier que nous avons vécu et nous continuons à vivre un changement radical des comportements alimentaires des consommateurs lorsqu'ils sont en hors domicile. Ça a commencé par la vache folle en 1996 où les consommateurs étaient très inquiets de ce qu'on leur mettait dans leur assiette. Ensuite, on a eu les différents régimes alimentaires avec le sans gluten, le sans sucre, sans lait, sans etc. Et ensuite, on a eu des inquiétudes consommateurs qui montaient par rapport à des crises alimentaires successives, jusqu'à même de la tromperie économique. Rappelez-vous l'affaire Findus, où on nous a dit que c'était du bœuf et en fin de compte, ce n'était pas du cheval. Donc, on a affaire à un consommateur qui a changé son comportement alimentaire et qui est toujours inquiet, et il est de plus en plus inquiet. 2, on a affaire depuis un certain nombre d'années à un consommateur qui va de moins en moins sur le lieu de consommation qu'on appelle un restaurant, qu'il soit rapide ou servi à table, parce qu'il veut de plus en plus que ce produit aille à lui. Alors, je fais référence bien évidemment au boom de la vente à emporter. La vente à emporter, vous savez, c'est le click collect à l'ancienne. Parce qu'il en existe encore de la vente à emporter, et puis évidemment la livraison. Mais pas que. Il y a aujourd'hui des consommateurs qui veulent qu'on leur amène ce plaisir chez eux et aller peut-être un peu moins au restaurant. Mais ce n'est pas grave, le chiffre d'affaires va se développer pour le restaurant en tout cas. Le troisième élément qui a changé dans cette période de mutation historique, c'est que le modèle économique du restaurant ne fonctionne plus. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on fait de plus en plus de chiffre d'affaires et on gagne de moins en moins d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a des matières premières qui continuent à augmenter, et c'est tout à fait normal. On a des charges sociales qui continuent à augmenter. J'allais dire c'est tout à fait normal. Non, mais c'est comme ça. Et on ne peut plus, on est arrivé à un stade où on ne peut plus répercuter sur les prix de vente consommateurs. Donc, je répète, on augmente le chiffre d'affaires, on augmente les volumes et on diminue les marges. Donc, le modèle économique ne fonctionne plus. Donc, il faut se mettre à faire de la restauration autrement, en mettant à plat le modèle économique. Et le quatrième élément, évidemment, c'est la crise sanitaire qu'on vit là, qui est une crise qui nous a fait fermer brutalement, qui nous a fait réouvrir, mais partiellement. Et puis, je vous mets des terrasses, mais pas pour tout le monde, et puis, etc. Bon, bref, et on réouvre, et on referme, et on dit, je ne sais pas si vous allez rouvrir, etc. Autrement dit, on joue avec les restaurateurs à une vitesse complètement dingue, alors que ceux-ci ne peuvent pas ouvrir et refermer comme on pourrait ouvrir et refermer, je ne sais pas, une librairie, une pharmacie, etc. On ne peut pas réouvrir un restaurant en quelques heures, on ne peut pas fermer, enfin si, on peut fermer un restaurant en quelques heures, mais on a vu ce qui s'est passé au mois de mars, on nous dit en l'espace de 4 heures, fermez vos restaurants, les frigos sont pleins, l'épicerie est pleine, etc. Mais cette crise sanitaire, qui est le quatrième élément de cette mutation, a été surtout un accélérateur des tendances qui étaient déjà dans les tuyaux avant, dont je vais un peu vous parler, et puis un décélérateur de certaines choses. Et alors là, je vais vous dire tout de suite à quoi je pense. C'est l'écologie, le développement durable, est pour l'instant mis en pause, et on sait évidemment pourquoi. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution aujourd'hui. C'est ce qu'on dit à tous nos clients, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient restaurateurs, institutionnels ou autres. Aujourd'hui, on est obligé de rentrer en résistance, se battre, se réinventer. Alors, c'est vrai que c'est un verbe qui a été utilisé dans tous les sens, mais je crois que c'est surtout de la remise en cause, de l'innovation, s'adapter. Je ne sais pas comment on peut encore qualifier cette phase, mais en tout cas, là où je suis frappé, c'est que franchement, ça fait 30 ans qu'on pilote Jira, j'avais jamais vu une profession aussi agile en aussi peu de temps à modifier et à inventer un certain nombre de nouveaux leviers de chiffre d'affaires. Alors, il se passe quoi? Puisque je vous disais, ça se passe déjà dans les tuyaux déjà depuis un petit moment, et que cette crise sanitaire n'est qu'un accélérateur et un décélérateur. Il y a 29 paramètres qui ont changé,
et qui accélère avec le Covid. Alors, je ne vais pas les passer les 29 parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais vous en passer juste 9, qui ne sont pas les 9 principaux, qui sont les 9, je dirais, peut-être les plus d'actualité. Un, et là je parle de manière générale, on a une gastronomie qui s'est installée depuis quelques années, qui est plus abordable, plus décodifiée, plus décontractée, qui fait énormément de mal à la gastronomie de très très haut niveau, et je pense aux 2 étoiles et aux 3 étoiles du guide Michelin. Je fais référence évidemment à toute cette vague de jeunes chefs bistronomiques qui depuis 7, 8 ans, 10 ans pour certains, commencent à se développer même. Ils ont ouvert une unité, ils en ouvrent 2, ils en ouvrent 3, ils en ouvrent 4. Et ils ont une façon de faire de la gastronomie qui est complètement différente de leur père, puisque, je vous donne juste un exemple, hein, ils virent les nappes, ils dépareillent la vaisselle, on n'est plus habillé en blanc et noir, on est en jean, basket, polo, c'est pas que les cuisines sont ouvertes, c'est qu'on se demande si on ne mange pas dans la cuisine ou s'ils ne font pas la cuisine dans la salle, au grand bonheur du consommateur qui n'a jamais été aussi heureux d'être au plus près du produit. Deuxième paramètre, c'est que, et là je vais de l'autre côté de l'échiquier, on a une restauration rapide que j'appelle plutôt une restauration distribuée rapidement, qui monte en gamme à un niveau complètement dingue, puisqu'on a même des étoilés Michelin qui se mettent à faire des sandwichs, des verrines, des quiches, des soupes, des salades. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Paul Bocuse a démarré avec West Express, Alain Ducasse a démarré avec Bi Boulanger-Épicier, Guy Martin avec Miu, enfin je ne vais pas tous vous les citer. Tout le monde, enfin tous les grandes stars du fourneau se sont mis à faire de la restauration dite rapide. Mais la grande nouveauté, c'est qu'elle monte en gamme. Et cette restauration rapide qui monte en gamme, elle a une particularité qui fait beaucoup de mal au service à table, c'est qu'elle est à 2 vitesses. Elle est en vente au comptoir le midi et en service à table le soir pour certains. Je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire que c'est une attaque frontale du service à table. Pourquoi ? Parce que c'est une restauration rapide qui monte en gamme. Troisième paramètre, on a affaire à des Français. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la compagnie des desserts, mais Sylvain le sait, on a des Français, mais au fil des années, qui sont de plus en plus sucrés. Je m'explique. La structure entrée, plat, dessert ne pèse plus que 13% des repas pris au restaurant. Vous vous rendez compte, ça veut dire que 87% des repas sont des repas plutôt entrée, plat ou plat, dessert, sachant que les Français sont 3 fois plus, que 3 fois plus, 4 fois plus que la moyenne européenne en plat, dessert. Si ce n'est pas plat, café, gourmand. Donc, les Français sont de plus en plus sucrés. C'est notre troisième paramètre. Notre quatrième paramètre, des cartes qui poursuivent leur raccourcissement. C'est la bistronomie qui nous a montré ça il y a une petite dizaine d'années, d'avoir des cartes extrêmement courtes. Mais attention, quand on raccourcit les cartes, il faut une rotation très, très rapide. Alors, eux sont à l'extrême. Je parle de la bistronomie, puisqu'ils ont, par exemple, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, ou 4-4-4. Sur une feuille 21-29, sur une planche de bois avec une pince. Le lendemain, ils virent cette feuille et 3 nouvelles entrées, 3 nouveaux plats, 3 nouveaux desserts. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire de la rotation journalière, mais en tout cas, il ne faut plus faire de la rotation. Une carte d'été, une carte d'hiver, c'est complètement dépassé. Le consommateur veut du rythme, veut de la nouveauté. Et je rajouterais même qu'il veut de la resaisonnalisation dans son assiette. Et ça, c'est très important pour les cartes. Autre paramètre, on a une créativité complètement folle, aussi bien dans la cuisine que dans la pâtisserie d'ailleurs, une créativité complètement dingue sur les contenants. L'assiette blanche classique, elle est en train de voler en éclats. Et vous avez vu ces contenants qui sont plutôt ronds, qui sont plutôt colorés, qui sont plutôt dépareillés, qui sont parfois comestibles chez certains, avec un joli dressage à l'intérieur, packaging original, très haut de gamme, et tout ceci est fait pour, en fait, mettre en valeur de ce qu'on met dans ce contenant, en fait. C'est la mise en valeur. Et l'objectif final, et vous le savez bien, c'est que quand tout ceci devient de plus en plus beau, de plus en plus esthétique, de plus en plus coloré, c'est Instagrammable. Et Instagram est vraiment le réseau social le plus adapté à la restauration ou à la pâtisserie parce que c'est beau et on le vend comme ça, on donne envie avec ça. Autre paramètre, alors celui-là, il va peut-être vous étonner, c'est qu'on a une nette accélération en France, je dis bien une nette accélération en France, du temps passé à table. Alors, c'est sûrement la première fois que vous nous entendez ça. Oui, c'est vrai. Les Français ne sont pas nomades.
les Français veulent se poser plus ou moins confortablement pour manger, pour déguster. Et on a un rapport à la nourriture qui est très particulier en France. Enfin, il n'y a pas que la France d'ailleurs, il y a l'Italie et la Chine qui est comme nous. Comme par hasard, c'est 3 pays qui ont des racines culinaires extrêmement importantes. Pour vous donner 2 chiffres, vous avez 77% des actifs français qui déjeunent en plus de 30 minutes. Je dis bien 77% des actifs qui déjeunent en plus de 30 minutes. Au UK, c'est 73% des actifs qui déjeunent en moins de 30 minutes. Alors attention aux services un peu trop expulsatoires avec les Français, ils n'aiment pas du tout. Oui, c'est vrai, ils sont pressés, mais on est arrivé à un timing où il ne faut pas descendre plus bas, il faut faire très attention. Autre paramètre, Sylvain en parlait précédemment, on a affaire à un consommateur qui est de plus en plus, comment je pourrais dire, fragmenté dans ses prises alimentaires. Je m'explique. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, 70% du chiffre d'affaires était fait au déjeuner, 30% du chiffre d'affaires était fait au dîner. Aujourd'hui, le déjeuner pèse 45 à 50%. Ça veut bien dire qu'on fragmente sa prise alimentaire. La petit-déj qui est en train de monter, la pause gourmande de l'après-midi qui est en train de monter, l'encas du matin qui monte. Enfin bref, on mange et on remange plusieurs fois dans la journée. Mais attention, ce n'est pas du tout une américanisation de notre alimentation. C'est que nous, on déstructure notre repas à midi. Je vous ai dit, on mange moins, on ne mange plus entrée plat dessert. Puisqu'on mange moins en quantité à midi, eh ben, il est clair qu'à 16h, on a une petite faim. Et moi, quand je vois les desserts, compagnie des desserts à ma droite, ben voilà, il va être bientôt l'heure que je me fasse une petite pause compagnie des desserts. Mais je peux vous assurer, nous qui analysons beaucoup les consommateurs, chez les tertiaires, dans les bureaux, partout en France, il y a un max de paquets de gâteaux sur les bureaux et dans les tiroirs, je vous assure. Et ça, c'est pour la pause gourmande de l'après-midi. Autre paramètre, un consommateur qui a pris complètement conscience qu'il y avait un rapport entre son alimentation et sa santé. Alors vous allez me dire, c'est pas très cohérent avec ce que vous venez de dire tout à l'heure. Il paraît qu'on est très sucré, il paraît qu'on mange des frites, des pizzas, des burgers. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est le grand paradoxe français. C'est qu'on a pris conscience que l'alimentation avait un rapport avec ma santé, mais on fait attention à la maison. En revanche, quand on est hors domicile, on se lâche. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, il y a un axe qui est recherché. On est en train de travailler avec des étoilés Michelin sur cet axe, avec des pâtissiers, avec des restaurateurs, etc. L'axe, c'est faire du healthy, autrement dit bien pour ma santé, mais gourmand. Et alors, quand je dis ça à des chefs ou à des pâtissiers, ils me disent du healthy gourmand, mais c'est pas possible. Healthy, c'est bon pour ta santé, donc je mets pas du tout de sucre, pas de beurre, rien du tout. Non, tu peux pas faire ça parce qu'il n'y a pas de plaisir. Ah bon, il faut que ce soit gourmand. Alors, on tourne en rond, mais il y a des solutions, Et particulièrement dans les gammes sucrées, la compagnie des desserts le sait très bien, il y a des solutions et ils savent le faire en plus. Et puis le 9e paramètre que je voulais vous expliquer, qui est probablement la conséquence ou la cause de ce que je viens de vous dire précédemment, c'est que le consommateur, ira de plus en plus vers des spécialistes. Je parle des restaurateurs, des spécialistes monoproduits élargis et de moins en moins vers des généralistes multiproduits. Alors, il y en a qui doivent se dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Alors, je vais essayer de décrypter un peu ce que je viens de raconter. Un spécialiste, ça rassure. Un spécialiste, ce n'est pas celui qui a une gamme extrêmement longue. Vous savez, les cartes où on tourne les pages, puis à la fin, on dit « Et toi, tu prends quoi ?» Ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous a donné envie, on ne sait pas quoi prendre. D'ailleurs, il y en a trop. Le spécialiste rassure. Monoproduit élargi, ça veut dire quoi? J'ai une spécialité, je suis un spécialiste. Je peux être spécialiste, je sais pas, du burger, je peux être spécialiste de l'Italie, je peux être spécialiste, etc. Mais je ne dois pas vendre uniquement un seul produit. Il faut que j'élargisse de manière cohérente. Je vous donne un exemple pour être sûr qu'on se comprend bien. Les bars à pâtes qui ont eu leur succès dans les années, je ne dis pas de bêtises, début 2000, un truc comme ça, sont tombés. Pourquoi? Parce que c'était des spécialistes monoproduits, mais pas monoproduits élargis. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu élargir avec des antipastis, puisqu'ils vendaient des pâtes à la restauration rapide italianisée, des antipastis, des tiramisu, des antipastis, je l'ai dit, de la charcuterie à la découpe, des sandwichs, bref, voilà, plein de trucs, plein de produits italiens autour d'une spécialité qui est la pâte. Donc, le généralisme multiproduit n'a pas du tout le vent en poupe aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui qui va bien et qui ne va pas bien dans la restauration en général,
ceux qui ne vont pas bien, ce sont les généralistes qui sont multiproduits avec des cartes très très longues, qui ne changent pas souvent, etc. Et la deuxième question posée par Stéphanie, c'est 2021. Alors là, ça risque de vous surprendre. Et ça fait 3 ou 4 fois que je le dis, et je vais le répéter encore très très fort. 2021 va être une année non pas porteuse, qui va être une année explosive. Je mesure mes mots, va être une année explosive. Alors, attention, le jour où on réouvrira, alors c'est clair que si on réouvre le 1er septembre 2021, vous oubliez ce que je viens de vous dire là, mais je n'y crois pas. Je sais que le 20 janvier est remis en cause, mais ça sera peut-être le 15 février, ça sera peut-être fin février, mais je ne crois pas que ça aille beaucoup plus loin. Bref, quand on va réouvrir, nous avons affaire à des Français qui sont aujourd'hui très frustrés, comme ils l'étaient en confinement 1, de ne pas pouvoir aller boire des coups, faire la fête, manger, dîner, déjeuner, etc. Le 11 mai, on avait prévenu toute la profession, attention, ça va déferler, etc. On ne nous a pas beaucoup cru, et effectivement, les terrasses étaient full, les gens se sont précipités, ils ont été boire des coups, ils ont été faire la fête, les restaurants étaient pleins. Certains n'étaient pas équipés et en staff et en matière parce qu'ils n'y croyaient pas. Et c'est ce qui s'est passé en juin, juillet, jusqu'à août, etc. Bon, après septembre, octobre, on a rechuté, on sait pourquoi. Mais quand on va réouvrir en 2021, mais ça va être une explosion de gens qui vont venir se refaire plaisir parce qu'ils attendent avec impatience de se faire la fête. Et pourquoi ça va être explosif pour d'autres raisons? C'est que faire mieux que 2020, ça ne va pas être très compliqué. Il y a une deuxième raison qui est, comment je pourrais dire, alors celle-là, elle n'est pas très sympa, mais malheureusement, c'est la vie. On a été consulté par le ministère de l'économie à 2 reprises, en avril 2020 et il y a 15 jours, 3 semaines, qui nous a dit, d'après vous, quel va être l'impact? En avril, je leur ai dit, je pense qu'un restaurateur sur 3 s'en sortira pas. Un restaurateur sur 3, il y a 200 000 points de vente entre la service à table et la restauration rapide en France. Un restaurateur sur 3, ça fait, je leur ai dit, c'est à peu près 60-70 000 points de vente. Il y a 15 jours, 3 semaines, ils m'ont dit, bon, et là, maintenant, t'en penses quoi? Je dis, je pense que là, ça va être 1 sur 2. Mais pourquoi c'est 1 sur 2? Pourquoi on passe de 1 sur 3 à 1 sur 2? C'est pas comme ça ne sort pas d'un chapeau. C'est que le gouvernement, l'État, a oublié juste une petite chose, c'est que 85% des restaurateurs de ce pays, c'est un couple. Ce sont des tout petits indépendants, ce sont des TPE qui ont 0, voire 1, rarement 2 salariés. Celui-ci, il est fragile depuis le mois de mars. Certains nous ont dit, je parle des indépendants, j'ai du mal à payer mes salaires en avril, en mai, je ne peux même pas les payer. Donc, ils ont pris les PGE, mais les PGE, il va falloir les rembourser. Ils sont hyper fragiles. Et là, boum, on les rechute une deuxième fois. Ils ne vont pas tenir le choc. Donc, on va très certainement avoir, pas avant le deuxième semestre 2021, que les perfusions soient débranchées. Et malheureusement, c'est la vie. Un petit 100 000 points de vente qui va disparaître, c'est dramatique. Hein. Et 100 000 points de vente, c'est à peu près 120 à 130 000 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dramatique. Alors, quand je dis ça au ministère de l'économie, vous êtes sûr de vous? Je suis sûr de rien. Mais on a affaire à une profession qui est fragile. La restauration, ce n'est pas McDonald's, Buffalo Grill et Sodexo. Ce n'est pas ça, la restauration. Dans la grande distribution, quand vous prenez Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, vous avez 80% de la boutique. Dans la restauration, quand vous prenez les 5-6 grands, vous avez 10-15% du marché. Donc la restauration, et tout le monde le sait, est atomisée et détenue par des tout petits indépendants. Voilà ce que je voulais dire. Donc je suis très optimiste pour 2021, à condition qu'on nous laisse réouvrir maintenant rapidement. Voilà. Merci Bernard, merci pour ces prévisions optimistes, ça fait du bien. On avait quelques questions. C'est le télétravail s'est généralisé à cause de la crise. Sans doute, ça va rester dans les mœurs. Comment la restauration va s'adapter au télétravail? Alors, je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que d'abord, le télétravail, c'est très grandes agglomérations. C'est très parisien. Et il faut savoir qu'au mois de mars-avril, le télétravail a été estimé à 15% des actifs dans le pays. 15% des actifs. Avec une grosse concentration évidemment à la Défense, mais la Défense, ce n'est pas la France, c'est la Défense. Par exemple, à l'heure où on se parle, Stéphanie, la Défense, pour te donner un ordre d'idée, c'est 110 000 emplois. C'est l'un des plus gros bassins d'emplois tertiaires en Europe d'ailleurs. Je crois même que c'est le numéro 1. Aujourd'hui, la Défense est occupée à 20-25%.
Donc, t'imagines les restaurateurs de la Défense, qu'ils soient restauration d'entreprise, restauration rapide ou restauration avec service à table, c'est une catastrophe pour eux parce que 110 000 emplois de potentiel dans une si petite surface, c'est un potentiel complètement énorme. Et soudainement, il y en a 75% qui sont en télétravail. Mais attention, là, on est à Paris, on est à la Défense. Mais quand on commence à aller en province, dans des moyennes agglomérations extra, on s'écroule complètement en télétravail. On s'écroule complètement. Donc, 15% au mois de mars-avril. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres. Mais d'après ce que j'ai compris dans les bruits de couloir des interviews qu'on a pu avoir au ministère du Travail, ils nous disent que ce n'est pas beaucoup mieux, c'est ni moins ni mieux. On est autour encore de 15% à confirmer. D'accord. Okay. Et à votre avis, est-ce qu'il va y avoir une opportunité de restauration avec le coworking ? Oh là oui, ça je pense que le télétravail, je ne suis pas sûr qu'il perdure. Puis en plus, les chefs d'entreprise les chefs d'entreprise latins ne sont pas des fans du télétravail. Les chefs d'entreprise anglo-saxons disent que le télétravail, mais c'est exactement ça qu'il faut. Tu n'as pas le transport aller, tu n'as pas le transport retour, tu te mets au boulot très vite chez toi le matin, c'est bon, tu vas être efficace, tu vas être au calme. Tes enfants sont à l'école, donc tu vas être au calme. Les chefs d'entreprise français, on en a interviewé quelques-uns, ils n'aiment pas le télétravail. Donc ta question, c'est coworking. Ah ouais, alors là, le coworking, ça va y aller parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de PME et de TPE, là je parle des bureaux, des commerces, etc., des entreprises qui se disent mais à quoi ça sert d'avoir des bureaux en fait ? Est-ce qu'on ne les rend pas ? Et puis pour avoir une réunion, je ne sais pas, par semaine, une réunion commerciale et puis une réunion par mois avec le comité de direction, on se loue. Il y a des chambres d'hôtel aujourd'hui qui font office de ça. Il y a des hôteliers qui vendent de plus en plus leurs chambres en coworking. Et puis sinon, il y a des espaces de coworking partout qui se développent en France. Ça va cartonner. Mais quand on fait du coworking, il faut boire et manger aussi. Donc là aussi, il faut qu'ils mangent. Donc il y a un coup à faire aussi avec eux en restauration parce que ce n'est pas trop leur truc. Leur truc, c'est équipement, une salle au calme pour faire des petites réunions, pour travailler. Mais ça va se développer, oui. Ok, donc c'est une opportunité. Oui. Okay. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de, pour le moment, je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Bernard ? C'est le moment. Non ? Ok. Bon. Écoutez, merci Bernard. C'était très intéressant, très instructif. Je pourrais vous écouter des heures et je pense que je ne suis pas la seule. J'espère que je n'ai pas affolé l'auditoire. Des bonnes nouvelles comme ça, on en a besoin. Donc, je rappelle pour ceux qui souhaiteraient revoir cet échange, nous vous enverrons le lien pour visionner le replay. Voilà. Mais du coup, on va passer à la seconde partie de ce webinaire consacré à la collection printemps-été. Et pour cela, je vais me tourner vers Sébastien Le Gall, qui est formateur conseil et qui va nous présenter ces nouveautés, et Philippe Uraka, qui va les mettre en œuvre. Sébastien ? Oui, Stéphanie, on est là. Donc, nous allons démarrer par une nouveauté qui répond à la tendance nomade. C'est le petit pot de glace et sorbet bio. Exactement. Pour commencer, pour rafraîchir un petit peu tout le monde, on commence donc par cette nouvelle gamme de petits pots de glace. Donc, glace artisanale, bien sûr, et sorbet. Pour ce coup-ci, en bio. Donc, 8 saveurs, 4 crèmes glacées, 4 sorbets. Que l'on a voulu bio et clean label de A à Z. C'est-à-dire que on est clean label dans nos recettes de glace et dans nos recettes de sorbet, mais on est allé jusqu'au bout de la démarche en proposant à la fois le contenant en clean label, puisqu'on est sur un nouveau format craft, 100% recyclé et recyclable. Donc, l'objectif zéro déchet ultime. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est on est aussi cleanable aussi bien dans le contenu que dans son contenant, c'est ça ? Voilà, exactement. C'était vraiment le but de la démarche, c'est de traiter le sujet dans son entièreté et d'être clean label de A à Z. Donc, contenant, contenu. Voilà. Donc, là, on est sur une gamme qui est premium. Pardon. On est sur une gamme qui est premium puisqu'on est sur du bio. On l'a voulu premium pour être adapté à la tendance fast casual. Et cette gamme, intrinsèquement,
est prévue pour la VAE, mais par son contenant qui est assez looké, qui est aussi sobre et élégant, elle peut être adaptée également à la restauration à table. Oui, et puis par exemple, je pense que ça peut s'adresser aux hôtels aussi qui peuvent le présenter pour en room service, par exemple. Exactement. Ça peut être adapté aux hôtels pour le room service, pourquoi pas pour des pauses gourmandes également, ou même en restauration d'entreprise pour des pauses. Et ça illustre bien le propos de Bernard qui parlait de naturalité et de nomadisme. Ah, mais là, on est totalement dedans. On est à la fois sur la naturalité par le produit, en allant jusqu'à être bio, et puis sur la naturalité également du contenant, en étant sur un craft recyclé et recyclable. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le Clean Label, s'il te plaît? Alors, le Clean Label, en 2 mots, c'est assez simple. C'est à la fois la recherche de minimiser le nombre d'ingrédients dans chaque recette, et c'est surtout le sans additif, quel qu'il soit. Donc, bien évidemment, pas de colorant, pas d'arôme, c'est sans additif. Ok, super. Et ça répond à la demande des consommateurs qui ont envie de bien manger. Ben, exactement. On est vraiment dans cette démarche jusqu'au bout, où quoi de mieux que d'avoir peu d'ingrédients pour rassurer le client final. D'accord, super. Donc là, on a combien de saveurs? On en a 8. 4 crèmes glacées, 4 sorbets, pour être assez générique, mais à la fois gourmand. C'est bien, il y a une largeur de gamme qui permet de donner le choix aux clients. Super, bravo. La seconde nouveauté? Alors, la seconde nouveauté, on a revisité une pâtisserie traditionnelle française, qui est la tarte citron meringuée. Pour la vouloir nomade, donc très adaptée à la VAE, pour en faire une pâtisserie de voyage, on l'a mise dans une verrine avec un crumble à la noisette en base, une crème au jus de citron de Sicile et une meringue italienne sur le dessus. Donc, on a tous les marqueurs de la tarte citron meringuée, reconditionnés, restructurés dans une verrine pour pouvoir proposer cette recette premium et traditionnelle en vente à emporter. C'est génial. Donc, on peut manger un grand classique de la pâtisserie française sans se tâcher. Exactement. Et ça vient compléter notre gamme existante de verrines, dans laquelle on avait déjà la mousse au chocolat, qui fait partie également des grands classiques de la pâtisserie française, mais également d'autres propositions, comme un fromage blanc à la passion, comme une panna cotta aux fruits rouges ou un tiramisu. L'idée, c'est d'avoir un assortiment. Ok. Et oui, de pouvoir changer, de pouvoir varier, c'est bien. Effectivement, c'est bien à la fois pour le client et pour le client final. Ok. Parfait. Donc, la prochaine… Ah, le babka. Qu'est-ce que le babka? Alors, le babka, c'est une viennoiserie qui nous vient d'Europe de l'Est. C'est une recette qui est très populaire ces derniers temps. C'est une pâte à brioche non poussée qui est tressée avec du chocolat et cuite donc, dans son moule. Donc, on est à la fois gourmand et idéalement, vraiment idéal pour la vente à emporter, puisqu'on est sur une base de viennoiserie. Et alors, tu parles d'une viennoiserie, donc c'est pour le matin ou c'est pour un autre moment de la journée? Alors, l'intérêt de la babka, c'est qu'elle peut se consommer, bien sûr, le matin au petit déjeuner. Il n'y a aucune remise en œuvre. Elle est livrée dans sa barquette. Vous pouvez l'utiliser dans sa barquette directement pour la mettre dans vos étals. Vous pouvez la sortir de la barquette pour la présenter sur un buffet. Donc, elle peut être consommée au petit déjeuner, mais elle peut être consommée aussi bien tout au long de la journée, pour une pause gourmande, pour un goûter, puisqu'elle est tout de suite prête. D'accord. Pareil, ça répond aux paramètres de Bernard qui disait qu'aujourd'hui, les instants de consommation avaient tendance à éclater et qu'on pouvait avoir une petite faim tout au long de la journée. Donc, du coup, le babka, ça s'adapte à ce paramètre. Super. C'est exactement ça. Ouais, puis en plus, on est dans les codes de la VAE, donc c'est pratique, c'est facile à utiliser pour le professionnel et c'est pour la consommation nomade. Ouais, c'est parfait. Super. Très efficace. On va parler maintenant du kouign-amann. Alors, voilà, puisque on prend nos inspirations un petit peu partout.
on a voulu offrir à notre gamme une recette traditionnelle bretonne, qui est le quignavan. Pur beurre, parce qu'il ne peut pas en être autrement pour une recette traditionnelle bretonne. Un dessert très régressif, très gourmand et superbement bien adapté à la VAE, puisque nous, on le conditionne et on le livre dans la barquette aluminium, qui peut servir directement de contenant, qui peut servir aussi, puisqu'on l'a prévu comme ça, pour être réchauffé et pour parfaire sa caramélisation. D'accord. Mais c'est pareil, ça c'est efficace comme produit, hein. C'est super efficace, c'est pratique, c'est prêt à l'emploi, c'est gourmand au possible. Philippe va vous montrer qu'on peut lui proposer un autre visuel. Alors ici, on a le quignavan dans son pot d'origine, donc tel que vous le recevez. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ah oui, là, on le voit bien. Le pot alu. Et là, hop, on l'a mis dans une petite boîte. Celle-ci est en bois. Donc, avantage, c'est qu'on peut le réchauffer à l'intérieur. Si on veut le réchauffer, on peut le transporter facilement. C'est un produit qui n'est pas fragile. Et on peut le remettre, surtout ce qui est intéressant, en caramélisation, c'est-à-dire le four un peu chaud. Hop, on lui donne un petit coup, ça recaramélise, ça redevient croustillant et ça marche super bien. D'accord. Voilà le produit. Cet emballage est micro-ondable ou on peut le mettre au four? Tout à fait. Ah, super, c'est très pratique. Alors, on va passer maintenant au finger cake. Alors, deux nouveautés à notre catalogue, donc les finger cakes, toujours pour être dans l'esprit vente à emporter, donc nomadisme. Deux cakes, les deux pur beurre, un premier au citron, donc réalisé avec du jus de citron Sicile. Le deuxième, le grand classique, le cake marbré, nature et chocolat, donc pur beurre, les deux bien sûr, sur un format assez généreux. Je vais laisser Philippe vous montrer ce qu'on peut faire à partir d'un simple cake. Alors, l'avantage de ce cake, c'est que déjà, on peut le vendre tel que. Donc, ça peut être le cake du déjeuner, le cake du goûter. Juste, si on veut lui donner un peu plus de gourmandise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai le cake marbré. Je vais prendre, on a des poches de mousse chocolat, vous voyez, qu'on vend toutes prêtes. Il n'y a plus qu'à les laisser dégeler. Donc là, je vais le décorer. En fait, je vais en faire un vrai gâteau de ce cake. Tout simplement, vous voyez, je rajoute la mousse chocolat, quelques fruits secs. On amène de la gourmandise, quelques pistaches. En même temps, ces fruits secs servent à deux choses. Vous voyez, regardez. C'est-à-dire, un, ils protègent la mousse chocolat. Si je veux l'amener à emporter, on continue à le vendre à emporter. Regardez, il s'emballe bien. Si le papier touche, il n'abîmera pas la mousse chocolat puisqu'il y a les fruits secs qui la protègent. Et l'avantage, c'est que là, on a fait un vrai gâteau. C'est-à-dire que d'un cake, on en fait un gâteau. On amène du moelleux, on amène des goûts. On peut le faire avec celui au citron, avec la crème citron. On peut, faire évoluer ce produit. Et ça peut être aussi, en vente à emporter, un petit peu plus de gourmandise qu'un cake normal. Tu veux dire qu'il est personnalisable? Exactement. Parfait. C'est gourmand, hein? Oh là là. Oh là là. Bon. Eh ben, merci. On va passer ensuite au sablé cœur coulant caramel. Alors, vous connaissiez déjà notre sablé cœur coulant tout chocolat. Donc, un moelleux au chocolat entre deux couches de sablé. Vu le succès de ce premier, on a voulu continuer sur notre lancée. On a donc réalisé un cœur coulant chocolat au lait caramel que l'on a intégré entre deux couches de sablé au gruau de cacao. Donc, on est sur un biscuit pur beurre, des œufs plein air. On est sur un biscuit qui est, bien sûr, comme les autres qu'on vous a présentés, adapté à la vente à emporter, mais également adapté à la restauration à table. Ok. Et donc, pourquoi il s'appelle sablé cœur coulant? Il est coulant même quand il n'est pas réchauffé? Alors, c'est un petit peu le côté magique de ce gâteau. C'est qu'à température ambiante,
il est moelleux à cœur. Et dès qu'on le fait tiédir légèrement, comme Philippe va vous montrer, il devient coulant. D'accord. Donc on a vraiment un gâteau qui est à la fois adapté à la vente à emporter, puisqu'il reste moelleux à température ambiante, donc dans des vitrines pâtissières, et à la fois à la restauration service à table. Je ne sais pas si vous le voyez là, on a le cœur. Ouais, super bien. Voilà, j'ai réchauffé très légèrement au micro-ondes. On garde du croquant et du moelleux puisque l'intérieur est coulant. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu le transformer en dessert. Je vais ajouter un tout petit peu de chantilly sur le dessus, une quenelle de glace ou une boule de glace vanille. On est dans la gourmandise, donc on y va, on se lâche. Là, on va y mettre un tout petit peu, hop, un petit décor chocolat. Voilà, et on va mettre un petit peu de sauce. Alors là, en l'occurrence, je travaille une sauce chocolat, lait, noisette. Voilà, je ne sais pas si on voit le dessert. Oh, si, on le voit bien. On a envie de le manger. On mange bien plutôt. Voilà, vous n'avez pas de chance, hein. Celui-là, je vais le manger tout seul. Enfin, j'en donnerai un peu à Sébastien. Mais c'est vrai que l'avantage avec un produit comme ça, c'est que justement, dans cette période compliquée, c'est que l'établissement peut la mettre à la carte et le proposer aussi en vente à emporter, puisqu'il fait aussi bien les deux. Voilà, je pense que ce qu'attend le client aujourd'hui, le consommateur final, c'est, puisqu'il est à la maison et souvent ils sont au domicile un peu bloqués, ils ont envie de faire de la pâtisserie, là on leur amène du produit à ça. Ils vont rajouter la sauce chaude, ils vont, voilà, ça va devenir leur produit. Et je crois que ce qui est intéressant dans ce style de produit, c'est que c'est simple, c'est efficace et c'est bon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, vous voyez, avant d'emporter, moi je conseille voilà, un petit boitage. Donc, on le met sur un socle, c'est pas très fragile, c'est un produit qui est facilement transportable. Et hop, on livre avec un petit pot de sauce. Voilà, c'est ce que je viens de faire, mais le client, il peut le refaire chez lui. Donc, l'intérêt de ce produit, je ne sais pas si vous le voyez. Pas bien, Jean-Philippe, tu peux le mettre en Jean-Philippe, faire une petite sieste avec un peu le micro, comme à Bernard tout à l'heure. Donc, c'était l'heure de la sieste à Jean-Philippe, donc vous voyez, maintenant vous le voyez. Donc, la petite sauce, les clients se la réchauffent, la versent dessus. Hop, l'intérêt, on se l'approprie, on a participé à la finition du dessert. Je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de donner ça aux gens. Bernard en parlait tout à l'heure, il faut qu'on innove, et c'est pour ça que ce sont des petites choses qui vont amener un plus. Tout à fait. Merci Philippe, merci pour ces bonnes idées. On va passer maintenant à la tatin façon crumble. Voilà, donc on va continuer dans notre série de revisite des pâtisseries traditionnelles françaises avec donc une tatin façon crumble comme son nom l'indique. Donc on est sur un crumble amande pur beurre, des pommes du Périgord qu'on est allé chercher, sourcer pour avoir une appellation, qui sont cuites en tatin, donc beurre et sucre. L'idée c'est d'avoir toute la gourmandise de la tatin, d'avoir un look un petit peu différent avec le côté crumble et surtout une texture un petit peu différente, d'avoir donc une pâtisserie traditionnelle française qui peut voyager, on va vous le montrer, elle peut voyager très facilement, et on est sur un format que l'on a voulu très à la mode, un petit peu plus petit que ce qu'on avait l'habitude de faire, pour répondre au côté healthy qui est assez demandé par la clientèle aujourd'hui et qui vient compléter notre gamme existante de tatin aux pommes, à l'abricot ou à la figue. On est encore sur cette tendance de pâtisserie revisitée qui est très demandée, hein, et qui plaît beaucoup aujourd'hui aux consommateurs. C'est exactement ça. On est sur de la revisite de pâtisserie traditionnelle française. Et dans notre démarche de cette année, adaptée à 100% à la vente à emporter et également, bien sûr, au service à table.
Mais moi, j'avoue que je suis fan de la forme, de cette petite forme en tulipe là. Je suis sûre que ça doit être très joli dans une assiette ou même à emporter. Alors, à emporter, on a pensé à des contenants qui existent déjà. Regardez, ça c'est tout simplement le couvercle d'un verre Bodega. Le problème de déposer un gâteau au fond d'un verre, c'est jamais évident. Donc, mais là, on va le travailler à l'envers, c'est-à-dire que le couvercle devient le fond et je clipse dessus le verre Bodega. Donc, cette tatin, vous voyez, là, je peux l'incliner, elle voyage, comme dit Sébastien. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'est pas en surcharge en poids, on peut voyager, prendre l'avion avec, parce qu'on n'aura pas d'excédent bagage. C'est ça, voyager, hein, si je me suis. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est quoi? Regardez, je la balade dans son emballage, elle ne s'abîme pas. Premier avantage. De ce format-là, on la présente de façon crumble. Donc, cette tatin, on n'a pas inventé les recettes. On n'a fait que prendre deux choses très traditionnelles françaises, c'est-à-dire le crumble qu'on utilise sur d'autres bases et les pommes façon tatin. Donc, on a confit au beurre et au sucre. On a assemblé les deux et ça nous donne voilà, ce produit qui est visuellement très proche de la tatin, si on la retourne. Si on le laisse vertical, on a vraiment le côté crumble. Avantage par rapport à une tatin traditionnelle, un, c'est qu'on peut le réchauffer au micro-ondes, on a toujours du croquant, le crumble ne ramollit pas comme le feuilletage de la tatin. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça peut se manger froid. On n'a pas un gros morceau de pâte dans la bouche, c'est du crumble émietté, donc quand on va la déguster, on aura vraiment des morceaux de pâte et des morceaux de pommes qui vont venir au fur et à mesure. Et trois, je vais en faire un dessert à l'assiette. Parce que la tatin, ça reste un des desserts les plus classiques français. On s'est dit, ben, il faut quand même le présenter à l'assiette. Donc là, on l'a réchauffé. Je vais y rajouter un tout petit peu de crème. Voilà. Là aussi, on va continuer dans l'innovation. D'habitude, on y met une glace vanille, une glace caramel beurre salé. Et bien là, nous, on va mettre juste une petite quenelle de sorbet. Et là, on va travailler sur un sorbet myrtille. Comme ça nous permet d'être vraiment innovant sur ce produit, d'aller jusqu'au bout du concept, c'est-à-dire que notre idée de mettre une tatin avec du crumble, eh bien, on va la ramener aussi gourmande en y mettant un sorbet et l'alléger, parce que le sorbet myrtille va amener de l'acidité, un tout petit peu d'acidité, donc notre tatin elle va être plus facile à digérer. D'ailleurs, vous voyez, j'arrête pas de manger des desserts depuis que je suis avec vous et on n'a pas bougé. Hein, le seul qui perd le micro, c'est Jean-Philippe, mais ça va aller. Voilà. C'est très joli et ça a l'air très bon. C'est simple. Je crois qu'on attache beaucoup d'importance aux desserts rapides, aux desserts simples. On est simple. On a des pommes, on a du crumble. Donc, ce n'est pas la peine de se compliquer. Il faut que ce soit bon. Voilà. Merci, Philippe. On va passer maintenant à la brioche façon pain perdu. Voilà, donc là, encore une fois, on est sur une pâtisserie traditionnelle française. On n'a rien inventé. Une tranche de pain brioché, un bidet de lait, de crème et d'œufs puis toasté. Une recette qu'on a voulu volontairement peu sucrée pour être dans l'air du temps. L'idée, en vous en reparlant aujourd'hui, c'est que le pain perdu, on a tous l'habitude de l'avoir en dessert à l'assiette. Mais il faut se rappeler que c'est quelque chose qui peut à la fois être consommé tout au long de la journée, mais qui peut très bien être emporté. Donc, Philippe va vous montrer ce que ça peut donner dans un contenant. Mais... Alors, on imagine ce produit, je dirais qu'on a un produit qui est aussi dans les classiques français, c'est la crêpe. La crêpe, on a l'habitude de la manger à tout moment. On la mange au petit déjeuner, on la mange après le repas et on la mange dans l'après-midi. Donc, on s'est dit, mais le pain perdu, c'est la même chose. C'est aussi facile à transporter. C'est un dessert qui reste connu pour tout le monde, puisque c'est un vrai dessert familial et facile à transporter, facile à consommer, puisqu'on peut le manger en nomade tout en marchant. La crêpe, vous la mangez sur un petit morceau de carton ou entre deux serviettes papier. Donc là, on s'est dit, ben, le pain perdu, finalement, mais on est bête, quoi. C'est exactement le même type de dessert. Donc là, on va le valoriser, on le met dans une boîte et on va y rajouter pour que le client soit une petite sauce caramel, soit un petit coulis fruits rouges. Voilà, l'idée, c'est de dire, ben, j'arrive à la maison, comme tout à l'heure, hop, je le finis au moment de dressage, au moment de l'envoi, ou alors je le mange dans la rue, je m'assieds
et je trempe des petits bouts de pain perdu dans cette petite sauce qui vont amener de la fraîcheur, de la joie, et c'est un petit peu ça l'image que aujourd'hui il faut aller plus loin sur les choses, mais toujours pareil en étant simple, c'est-à-dire que tout le monde est capable de relire que c'est une brioche, que c'est un poulet. Bon, merci, ça a l'air super bon. Alors, on va passer ensuite au milkshake. Tiens, les milkshakes. Alors, un petit peu de fraîcheur. Le milkshake, on n'a rien inventé, mais c'est un des moyens les plus nomades qui existent de consommer de la glace. Très à la mode depuis quelques années. Donc, notre idée aujourd'hui, c'était de vous présenter une nouvelle solution pour avoir donc, cette offre de vente à emporter de glace de manière très facile. Donc, on a fait un partenariat avec les sirops Monin, que vous devez connaître, et on vous a proposé un nouveau format de glace. Donc, on a créé des palets de 80 ml de glace à la fleur de lait. Donc, la fleur de lait, c'est une saveur de base qui permet le mariage avec toutes les saveurs qu'on va pouvoir imaginer et que les sirops Monin vont pouvoir imaginer. L'idée, c'est de vous présenter ce produit qui, d'une, ne prend pas de place, de deux, permet de contrôler beaucoup puisque le dosage est déjà préétabli, de gérer le zéro perte puisqu'il ne restera rien au fond du bac. Ce n'est pas des bacs, c'est déjà des palets tout prêts. Et de vous proposer une personnalisation inégalée. Donc la recette, elle est simple, hein, c'est 2 palets de glace fleur de lait, c'est 100 ml de lait et c'est 2 doses de sirop Monin. Le sirop Monin, il y a une gamme qui est très étendue, donc ça va vous permettre de proposer des choses très classiques et d'autres beaucoup plus originales. Vous mettez tout ça dans un mixeur, en 30 secondes, vous avez votre milkshake qui fait environ 35 centilitres. Libre à vous de le décorer ou non de chantilly ou de topping et de le servir. Alors, en vente à emporter, bien sûr, mais aussi sur place. Et avec la large gamme de sirop Monin, vous pouvez proposer des milkshakes aussi classiques que vanille ou chocolat, ou tendance très enfant et girly avec le milkshake à la licorne, ou alors super gourmand avec le chocolat noisette. Super, c'est très inventif et c'est vrai que ça donne une flexibilité au client qui n'a aucune perte et qui peut personnaliser le produit. Super, bravo. Bravo, merci. On va passer au baba cool. Oui, le baba, vous le savez, c'est une de nos grandes spécialités depuis très longtemps. Donc, on a voulu continuer à travailler notre gamme. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 15 références de baba au rhum à vous proposer sur des formats différents ou sur des aromatisations différentes. La nouveauté de ce baba aujourd'hui, elle n'est pas par son format, elle n'est pas pour son imbibage, puisqu'on est sur un imbibage au rhum des Antilles françaises. La nouveauté, c'est la tendance naturalité et healthy, c'est qu'on est sur un baba à 0% de matière grasse. Donc on est toujours sur une pâte levée à farine française, une pâte traditionnelle briochée de baba, un imbibage au rhum, avec du rhum des Antilles françaises. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on est sans matière grasse. Mais Philippe va vous montrer 2 idées de présentation, à la fois à emporter et à la fois en vente sur place. Bon, on va commencer par à consommer à table. Donc là, je vais prendre le baba. Je vais le déposer dans l'assiette, vous voyez, hop. Alors, j'ai eu de la chance, je ne sais pas, hop, voilà. Il y a une petite portion qui est déjà levée, vous voyez. Donc, je le présente, je donne un petit peu de gourmandise. Je re-arrose le baba avec le reste qui est au fond de la coupelle. Voilà. Donc là, mon baba, je m'assure, j'en suis certain qu'il n'est pas sec. Comme ce baba a 0% de matière grasse, eh bien, on va aller jusqu'au bout du concept. Donc là, j'ai travaillé une petite gelée de fruits. Donc là, on est agrumes et ananas. Donc, je vais faire revenir, j'ai caramélisé un tout petit peu de sucre très blanc, très peu coloré. J'ai incorporé des dés d'agrumes et d'ananas. Je l'ai juste laissé revenir. Je l'ai coulé dans un moule. J'ai découpé des formes pour revenir remplacer ce triangle du baba que j'aurais enlevé. Donc là, ça permet d'amener de la fraîcheur. Pourquoi? Parce que ce baba,
je ne vais pas l'accompagner le chantilly. On est en train de parler 0% matière grasse. Je ne vais pas y rajouter de la matière grasse laitière, ça serait dommage. Donc là, je le garde esprit, vraiment esprit light, je dirais même cool. Hein? Voilà, on peut juste ramener un tout petit peu de coulis à l'intérieur. Voilà le baba. Vous voyez, il est cool. Il est cool, il est fruité, il est light. Bravo, ça a l'air super. Comme je le dis chaque fois, on le trouve beaucoup plus cool au deuxième baba. Moi, je vous conseille parce que c'est hyper léger. C'est quoi? C'est de la pâte imbibée. Donc, c'est très léger, c'est facile à manger. Et les fruits amènent cette pêche-là, cette fraîcheur. Donc, c'est très intéressant. Et on peut le retrouver en version nomade. Alors, on va le retrouver en version nomade. Comme le pain perdu, j'ai la chance, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc là, ici, on l'a mis dans un boîtage qui nous permet de le transporter. Et on a ajouté une petite poubelle avec une salade de fruits, vous voyez, salade de fruits frais, dans laquelle j'ai rajouté du coulis. Et ça me permet d'avoir également un baba nomade. Je vais manger du baba, manger un peu de fruits. Je peux le vendre tel que sans rajouter du fruits. Il n'y a aucun souci, le produit il est top. Donc, et en plus, ce qui est agréable, c'est que les gens ont envie de revenir à ces vrais produits français, qui sont l'image de la pâtisserie française. Et voilà, donc je crois que là aussi, on est encore dans ça. Rassurer les gens, leur amener des produits qu'ils connaissent, mais bien faits. Oui, tout à fait. On mélange deux tendances là, c'est qu'on est vraiment sur les grands classiques de la pâtisserie française et il y a une recherche de clean label, donc c'est super. On va passer maintenant à la cassate à partager. Voilà, alors la cassate, on revient sur un traditionnel. Alors là, on est sur un traditionnel italien. C'est une crème glacée au kirsch avec des inclusions de fruits confits artisanaux bien sélectionnés pour leur saveur, pas pour leur apport de sucre, mais pour leur saveur. On a choisi un format à partager pour pouvoir proposer un service à la tranche. Sur ce même format, on avait déjà le nougat glacé en bande. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer une autre alternative avec ce produit qui est à la fois frais et gourmand. Ouais. Alors la cassate, c'est quoi? C'est le nougat glacé à l'italienne. C'est-à-dire que nous, on a le nougat glacé, eux, ils ont la cassate. On essaye de peut-être aller sur des restaurants à thème, mais aussi en même temps sur des restaurants classiques qui peuvent le transformer, en faire un côté ludique, c'est-à-dire on coupe des petites parts, on rajoute un petit bâtonnet, on fait des sucettes de cassate, de nougat glacé. L'idée, c'est un petit peu ça, de revenir vers ce côté enfance qui rappelle des goûts. Vous savez, les crèmes glacées au pitch, c'était très vendu avant. Aujourd'hui, ça revient parce qu'on a des fruits confits de qualité, donc qui sont moelleux, qui sont agréables et on a envie d'en remanger. Et c'est vrai que pour le client, c'est important. Il peut maîtriser les coûts avec la portion qu'il fait. Donc, très bien. Et c'est vrai que ça plaira beaucoup aux repas thématisés ou aux restaurants thématisés comme les Italiens. Super. On va passer maintenant au secret fraise bergamote. Ça, je ne voulais pas que ça se sache, c'est un secret. Donc, c'est un secret, justement, que tu vas nous livrer. C'est un vrai secret. Alors, vous savez qu'on a une gamme de secrets. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret parce qu'il y a quelques temps qu'on les a montrés et que les gens apprécient. Et là, on s'est dit, tiens, on pourra en faire un, toujours dans le même esprit, mais qui pourrait se manger et glacé ou non glacé. Donc, voilà, confit de fraises, crème légère bergamote, sur le dessus, ça se mange frais, c'est un parfait en fait. C'est un parfait, ça se mange glacé ou ça se mange dégelé. Donc là, moi, je vais le présenter à l'assiette. On pourrait également faire de la portion, quand je dis de la portion, je m'excuse, des petits carrés qui nous serviraient au café gourmand. Zéro perte, je vous ai dit, on le sort du congélateur, on peut le servir, ça se mange comme ça, donc c'est intéressant. Il est fait avec les fraises, donc c'est un produit de printemps et d'entrée d'été. Là, aujourd'hui, je vous le présente avec les framboises parce que ça permet aussi de se dire, finalement, on a du fruit rouge dans ce produit.
on a plusieurs fruits rouges et en même temps, on y retrouve ce côté un peu agréable de la tarte aux fraises. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à passer le message, mais l'idée, c'est d'en faire vraiment un dessert agréable et convivial. Donc, voilà, on va un petit peu le transformer. On va y rajouter nos 2 coulis, l'exotique et le fruit rouge. Vous voyez ce dessert? Ça, c'est super pour une carte printemps-été. Ah oui, mais c'est très frais. Et puis, voilà, ce qui est intéressant, c'est mise en place, ça reste au congélateur. On n'a pas besoin de mettre en place au frigo, d'avoir des soucis de perte, de non vendu sur un service et pas de report. Et bien voilà, là, le produit, on le sort, on le décore, on l'envoie. Puis tu as raison. L'avantage aussi, c'est que pour les banquets, on peut le dresser à l'avance s'il se tient. Donc, il y a 2 avantages sur ce produit. Et le troisième, je ne peux pas vous le dire parce que je vais le déguster tout seul, donc il est très bon. Et comme c'est un secret, je n'en parle pas. Je trouvais ton idée intéressante. Effectivement, pour un café gourmand, on pourrait couper qu'un plot. Pour une pause gourmande, on pourrait en prendre 3. Et puis pour un dessert à l'assiette, on pourrait l'utiliser en entier. Voilà. C'est super. Pour un café très gourmand, on pourrait mettre 2 plots. 2 plots. Ben voilà. Comme... Je donne des idées comme ça, hein, Stéphanie. Je viens complémenter ce que tu viens de dire. On va... Ah, et puis c'est pas le seul secret. Je vois sur la fiche qu'il y en a plusieurs. De gamme. On a beaucoup de secrets à la compagnie des desserts. Toi qui es responsable de la communication, c'est pas mal quand même. Donc on a le secret vanille qui est lui sur une base chocolat blanc, Linzer, noisette. Le secret chocolat qui est sur une base nougat. Et le premier de la gamme qui a été créé, c'est le secret citron qui lui permet aussi de vivre tout l'été avec un produit très frais. Et ce sont des produits souvent à finir. Vous voyez, on y amène une petite touche pour que la présentation. Les 4 font partie de produits qu'on peut servir en café gourmand puisqu'on peut couper des flots. Et l'avantage là aussi, c'est qu'on ne peut pas se tromper puisqu'on a les coups de poche qui démarquent les plots et on coupe entre. Et voilà, on a des petits carrés qui se mangent facilement au bout des doigts. Super, bravo. Bravo pour cette belle création. On va passer maintenant au tiramisu. Est-ce que ce produit, Sébastien, aurait une storytelling? Il me semblerait. Tiramisu, alors c'est encore une fois revisite d'une pâtisserie traditionnelle qui est le tiramisu, que l'on a voulu hybride avec un chou. Donc on a créé un gros chou avec un craquelin au café, que l'on a rempli d'un cœur chocolat café également, et d'une mousse mascarpone pour avoir vraiment les marqueurs du tiramisu, le côté moelleux, et rapporter ce côté craquelin et gourmand avec le chou. Est-ce qu'il y a du marsala? Non, alors comme pour les autres pâtisseries qu'on a voulu nomades, alors je dirais à l'exception du baba bien sûr, puisque c'était compliqué de faire un baba sans rhum. Mais ouais, ça s'appelait baba au rhum. C'est cool. On a voulu que, pour être au maximum adapté à la vente à emporter, on a voulu travailler sans alcool. Donc il est sans marsala. D'accord. Et dans la gamme, il vient compléter nos choux caramel, nos Paris-Brest, choux à la pistache et autres produits géants. Ok. Alors Bernard parlait tout à l'heure des produits visuels, photographiables et qui peuvent faire le buzz sur Instagram ou sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux. Là, le tiramisu, on s'est dit pourquoi pas le vendre dans un bocal. Donc, pareil, aller déposer un chou au fond d'un bocal, c'est pas facile. Donc, on ne s'embête pas. Le couvercle sert de base. Hop, on glisse et voilà. Alors ça ne marche pas avec les poissons rouges. Je vous l'ai dit parce que l'eau, je le dis pour les blondes, Stéphanie, il faut faire attention. L'eau s'en va. Il faudrait retourner le bocal. Mais pour le tiramisu, ça marche. Donc là, je vais également l'accompagner d'une petite sauce qui marche avec, comme ça. Le client peut le composer. Ou alors l'amener tel que, ou on lui vend avec la sauce
à finir chez lui ou à manger dans la viande nomade. Moi, je trouvais que c'était rigolo d'avoir un tiramisu et de le présenter en strat, vous savez, comme un millefeuille. Mais je me suis dit, c'est rigolo, mais un millefeuille, bon, on a l'habitude d'en boire, donc on va innover. Donc là, moi, j'ai coupé le chou en 4 morceaux et je vais reconstituer un millefeuille, mais à la verticale. C'est-à-dire que quand je vais manger mon tiramisu, je vais avoir du croquant, mais tout en allant vers le cœur du tiramisu et non pas en descendant. Vous voyez? J'ai fait des petits disques de chocolat, très fins. Je recolle les parties. Je peux l'ouvrir, je peux le décaler. Vous voyez ce que ça donne de suite? Une super idée, c'est beau. Et là, je rajoute tout simplement un petit peu de sauce chocolat. Voilà, l'idée c'est de manger des strates, mais dans le sens opposé où on a l'habitude, c'est-à-dire on ne va pas en descendant, on va en allant vers le cœur du produit. Ouais, c'est magnifique, bravo Philippe. Je vous signale que tous ces gâteaux, je le dis, parce que c'est pas marqué à l'écran, sont consommés par Jean-Philippe en direct. C'est-à-dire que tout ce que j'envoie, il les mange. Donc, vous ne le reconnaîtrez pas à la fin du webinaire. On peut passer au cheesecake glacé fruits rouges. Voilà, donc vous le saviez, vous les connaissez probablement tous déjà. On a une très belle gamme de cheesecake au catalogue. Il nous en manquait un. Donc, dans notre esprit de revisite, on a revisité un cheesecake façon glacée. Donc, qui vient s'intégrer dans notre gamme un petit peu entre tous nos cheesecakes et nos soufflés glacés. Puisque vous allez le comprendre, c'est un soufflé glacé au cheesecake sur une pâte sablée pur beurre. Et avec en topping un coulis de fruits rouges, principalement framboise, avec une pointe de cassis pour lui amener un petit peu plus de vivacité, un peu plus de peps. Donc on est dans un dessert traditionnel qu'est le cheesecake, revisité en version soufflé glacé. Super, et ça vient compléter une gamme d'une dizaine de soufflés. Ça vient compléter à la fois une gamme d'une dizaine de soufflés glacés et à la fois une gamme d'une dizaine de cheesecake non glacés. On est entre ces deux gammes. On essaye de les réconcilier les deux ensemble. Super idée, bravo. Donc, ça vous fait quasiment 20 pâtisseries différentes entre les soufflés glacés et les cheesecakes. Ça peut permettre, comme disait Bernard tout à l'heure, de changer les cartes régulièrement et de garder, de changer toutes les semaines. Ça vous fait passer une petite moitié de l'année. Parfait. Alors, on va parler glace maintenant. Alors, on va reparler glace. Pour être dans la tendance du temps, la naturalité, le nomadisme, la glace, ça se consomme très bien à l'emporter, ça se consomme aussi sur place. Pour être vraiment dans cette tendance naturalité, on va vous reparler de notre gamme bio. On a une gamme de 17 références de crème glacée et de sorbet. Alors, vous savez, chez Pôle Sud, compagnie des desserts, on sait faire des glaces, de très bonnes glaces depuis très longtemps, mais on ne se contente pas de les faire. On travaille chaque instant quasiment à améliorer nos recettes, à les optimiser, que ce soit en recherchant des nouvelles matières premières de meilleure qualité, que ce soit en améliorant les recettes. Donc, on continue cette démarche sur notre gamme bio, sur notre gamme haute expression, en ayant des recettes les plus épurées, donc clean label, donc le moins d'ingrédients possible, et surtout pas d'additifs. Donc, c'est le cas sur notre gamme bio qui est labellisée. C'est le cas aussi sur notre gamme au lait frais, notre gamme haute expression, par exemple. La gamme haute expression, qui est notre gamme au lait frais que l'on peut retrouver sur le catalogue, donc partout en France, que l'on réalise à partir d'un lait frais d'une ferme, la ferme Marguerite, qui est à moins de 50 km de chez nous, qu'on travaille avec de la crème et du sucre français, des œufs de poule en plein air, et pour être clean label, sans arôme, sans colorant, et bien sûr avec cette recherche de minimiser le nombre d'ingrédients.
Pour aller au plus loin dans notre démarche, on a créé il y a quelques mois de cela une nouvelle gamme pour aller sur cette tendance locavore dont parlent de plus en plus les gens. C'est-à-dire qu'on a créé en partenariat avec une ferme d'Île-de-France une gamme restreinte de crème glacée réalisée à partir de ce lait qui provient de la ferme La Chaloterie, donc en Île-de-France, en Seine-et-Marne. Petite exploitation, les vaches sont nourries exclusivement à l'herbe produite par la ferme. Et donc, on l'a accompagné, on a créé un labo dans cette ferme, chez cet agriculteur, pour réaliser notre gamme haute expression, mais dédiée à l'Île-de-France, dédiée à la clientèle locavore, sans colorant, sans arôme. Donc, clean label, locavore pour tout le monde. C'était difficile pour nous d'aller beaucoup plus loin, mais on va continuer à chercher à s'améliorer encore. Du coup, il propose une gamme courte, j'imagine. C'est ça, une gamme courte parce que c'est une petite exploitation, donc il faut faire avec la production qui est existante. On ne pouvait pas se permettre d'avoir une gamme aussi large pour cet atelier. Ok. Bon, ben merci. Hein. On va continuer. On va parler de la mousse au chocolat. Voilà, on va reparler de la mousse au chocolat. Donc, vous avez vu, Philippe l'a utilisé tout à l'heure en poche. La mousse au chocolat, donc grand classique de la pâtisserie française. On a voulu la proposer de plusieurs façons pour accompagner le côté nomadisme, pour vous permettre de l'utiliser de plein de façons différentes. Donc, elle existe en poche pour permettre le maximum de personnalisation. Et on l'a également conditionnée dans une caissette papier pour pouvoir permettre très facilement une vente à emporter. Mais également, l'intérêt de cette mousse au chocolat, c'est qu'on peut la cuire. On peut la cuire au micro-ondes ou au four, directement dans sa caissette. Et du coup, cette mousse au chocolat se transforme en moelleux ou en mi-cuit selon la cuisson que vous allez lui appliquer. On est sur une recette ultra clean label qui a 3 ingrédients: du chocolat, du beurre et des œufs. On n'a pas rajouté de sucre. Le sucre est contenu dans le chocolat, c'est largement suffisant et ça nous permet, en plus d'être dans l'air du temps, à désucrer les desserts, à être au plus près de la naturalité. Super. Et donc, on l'a en verrine aussi. Tout à l'heure, tu as parlé de la verrine. Oui, et on l'a en verrine. Juste un petit complément pour la version que vous voyez à l'écran. La caissette papier est également éco-responsable puisque c'est du papier recyclé et recyclable. C'est vrai, bravo. On est cleanable dans le contenu et dans le contenant. Voilà. On va continuer avec les bases de stick. Voilà, alors les bases de stick, ce n'est pas une nouveauté. L'idée aujourd'hui, c'était de vous les représenter parce que peut-être que vous ne les avez pas vus au précédent catalogue. C'était donc de vous en reparler et surtout, Philippe le fait beaucoup mieux que moi, de vous montrer comment on peut les personnaliser et comment à partir de 3 bases et ce que vous aurez dans vos établissements, on peut construire énormément de variétés et de personnalisation. Alors, on y va. Donc, le premier stick, c'est celle que j'utilise, c'est un sablé breton sur lequel on a déposé un chocolat blanc avec de la feuilletine, ce qui permet d'avoir du croquant. C'est un produit à finir. C'est un produit qui marche avec la glace et avec la pâtisserie. Donc, moi, j'ai voulu en faire un mix et j'ai fait un dessert qui marche glace-pâtisserie, c'est-à-dire je vais mettre du sorbet et je vais mettre de la crème citron. En fait, on va faire une tarte au citron mi-glacée, mi-pâtissière. Donc, c'est très simple. Hein. Je prends le sorbet bio que vous a parlé Sébastien, le sorbet citron bio. Je dépose une boule . Deux boules et, devinez, 3 boules. Voilà.
Là, on est glacé. Je prends la poche de crème pâtissière citron, vous voyez, tout simplement, directement, je la sors du frigo. Je fais une rosace. Donc là, déjà, ça ressemble à un dessert. Je vais déposer, j'ai fait des petites meringues pour rappeler le côté de la tarte citron. Vous voyez, des petites meringues qui viennent tout simplement amener le croquant de la tarte citron. Un petit peu de coulis. Là, en l'occurrence, je travaille sur du coulis exotique. Vous voyez, on a fait Très beau. immédiatement un dessert avec partie sorbet, partie crème, croustillant à la base et quelques meringues. C'est vite fait. C'est agréable pour le client parce qu'il y a les 3 textures, je dirais, ou 4 textures même sur ce produit. Donc, c'est hyper vite fait. Et là, dans le même esprit, on va en faire un style, allez, je vais dire que je vais faire un vacherin. Alors là, je prends une assiette, je prends le stick qui est avec le linzer et les noisettes, vous voyez, c'est celui-là. Je vais y déposer des petites quenelles de sorbet. Donc là, j'ai pris le sorbet fraise. Je vais faire comme un petit vacherin, un petit vacherin. Je prends un tout petit peu de chantilly, puisqu'on est dans l'esprit du vacherin. Je vais ramener hop, un tout petit peu de chantilly sur ce produit, quelques fruits frais. Un petit peu de coulis. Donc, je vais t'en prendre une autre. Vous voyez, vous avez un vacherin rapide, frais, coloré. C'est hyper facile. Ça serait super pour la Saint-Valentin. Alors, c'est sympa pour la Saint-Valentin. Je ne te dirai pas ma blague de tout à l'heure. Stéphanie, je te vois arriver, tu me tends la perche, je n'en parlerai pas. Hein? Après la Saint-Valentin, il y a, vous savez, le confinement, il y a eu pas mal de séparations, donc vous pouvez peut-être sortir un gâteau. Bon, je ne vais pas en parler là. Et le dernier ski, lui, il est sur base de nougat. Donc, on s'est dit, ben, pareil, on va travailler dans le même esprit. On va associer glace et mousse au chocolat. Donc là, c'est pareil, je vais déposer. Hop, hop. On va changer l'assiette. Donc là, je reprends la mousse au chocolat que Sébastien vous a parlé et que j'ai utilisé au début.
prends les décors chocolat. Voilà, un tout petit peu de sauce. Voilà le troisième dessert. Bon. Bravo. Donc, vous voyez, c'est des styles qui permettent de personnaliser son dessert. On trouvait important de le montrer parce que c'est quand même plus valorisant d'utiliser ces styles que tout simplement une forme de meringue. Ou, voilà, vous voyez les trois desserts, base de stick. On est sur des formats actuels, des couleurs, ce que disait Bernard tout à l'heure. Hein. On se réinvente, mais l'avantage, c'est qu'on amène tout en kit. On n'a pas besoin de faire de prépa, on ne fait que du dressage. Et puis là, on voit bien que c'est personnalisable à l'infini, hein, en fonction des saisons, des événements. Ça C'est illustre pour ça bien. que j'ai mis un trait de chocolat, c'est la ligne de l'infini, Stéphanie. Pardon. Bravo pour la symbolique. Mais je crois qu'on a fait le tour. Et oui, oui, c'est l'heure de la dégustation. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié toutes ces nouveautés. Je remercie beaucoup Sébastien et Philippe qui les ont mis en valeur. Philippe qui était quand même en régie, qui a mangé tous les desserts, mais qui est quand même là. Hein. Oui, tout à fait. Merci pour la technique. Donc, si toutes ces nouveautés vous ont donné envie de les goûter, n'hésitez pas à nous faire une demande. Vous avez l'adresse là sur le PowerPoint et les liens vont apparaître dans le chat. Et vous pouvez remplir le formulaire en cliquant sur le lien et puis on vous recontactera pour faire une dégustation. Vous avez aussi le lien vers le nouveau catalogue. Donc, vous pouvez le consulter et voir toutes les nouveautés parce que, bien sûr, on n'a pas pu tout mettre. Donc, on espère que ça vous a inspiré. Vous avez envie de les mettre sur votre prochaine carte. Et puis, comme le disait Sylvain au début de ce webinaire, nous, c'est au-delà de la gourmandise, on avait besoin, envie de partager un moment avec vous car nous, au-delà du savoir-faire, on est des hommes et des femmes qui aiment ces produits. Donc, qui sommes passionnés par notre métier et on espère bientôt vous retrouver. Vous avez votre commercial et toute l'équipe commerciale qui est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vais laisser le mot de la fin à Sylvain et je vous remercie beaucoup pour votre participation. Vous étiez nombreux aujourd'hui, donc à très bientôt. Sylvain ? Oui, Stéphanie. Écoutez, merci à tous, merci à tous les participants. Je passe le bonjour spécialement. J'ai vu qu'il y avait Vincent, qu'il y avait Stéphane, qu'il y avait Neil et puis tous les autres. Je vous dis à très bientôt. Hâte de venir vous retrouver. J'ai juste un mot à vous dire, c'est que nous espérons que l'année 2021 sera meilleure, explosive comme dit Bernard. Et du coup, si vous voulez commander d'ores et déjà votre calendrier de l'année 2021, vous avez un lien et nous vous l'enverrons avec plaisir en avant-première. Et en espérant que ce soit une bonne année pour tous. Je ne sais pas si j'ai fait le lien ou Stéphanie, vous le mettrez, le lien Oui, pour le on est en train de calendrier. le mettre. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est un mail, vous mettez votre adresse même personnelle et nous ferons une joie, un plaisir de vous l'envoyer. Vous les aurez déjà en photo avant de les déguster pour de vrai. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Bonne fête à tous. Bonne fête. Merci Philippe. Merci Stéphane. Merci à tous. Ciao. Au revoir.